Les lumières dorées du soleil couchant se reflétaient sur les vitres des prestigieux immeubles de la place Vendôme, créant un spectacle éblouissant typique des fins d'après-midi parisiens. C'est là, au cœur du temple du luxe français, qu'Amélie Dubois attirait les regards, non pas par son élégance ou ses bijoux, mais par sa présence singulière et son petit carton usé sur lequel elle écrivait des messages aux passants. Ses yeux, d'un vert profond et expressif, parlaient plus que les mots qu'elle ne pouvait prononcer. Privée de sa voix depuis sa plus tendre enfance, Amélie communiquait avec le monde à travers ses gestes gracieux et son fidèle carnet de notes. À 28 ans, elle possédait une beauté naturelle qui contrastait avec le luxe ostentatoire qui l'entourait. Cette journée de septembre semblait ordinaire, comme tant d'autres depuis qu'elle avait trouvé refuge dans les rues de Paris. La jeune femme s'était installée à son endroit habituel, près de la célèbre place où les touristes et les habitués des boutiques de luxe passaient en flux continu. Ses doigts agiles dansaient sur l'écran de son vieux smartphone, son seul lien avec le monde numérique qu'elle maîtrisait si bien. Antoine Lefebvre, PDG de TechVision France, l'une des plus grandes entreprises technologiques européennes, suivait sa routine quotidienne. Chaque matin, il marchait de son appartement du Ritz jusqu'au siège de son entreprise, préférant ses quelques minutes de connexion avec la ville aux trajets en voiture avec chauffeur. C'était un homme de 40 ans, dont l'allure sophistiquée ne parvenait pas à masquer une certaine mélancolie dans le regard. Ce matin-là, quelque chose était différent. Alors qu'il passait devant Amélie, il la remarqua pour la première fois, non pas à cause de son carton ou de sa situation, mais à cause de ce qu'elle faisait sur son téléphone. Ses yeux exercés de chef d'entreprise tech reconnurent instantanément les lignes de code qui défilaient sur l'écran minuscule. Intrigué, il s'arrêta. C'était la première fois en 5 ans qu'il déviait de son parcours minuté. Amélie leva les yeux, surprise par cette présence qui s'attardait. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendre son vol sur la place Vendôme. Antoine sortit son propre téléphone et, à la stupéfaction d'Amélie, tapa un message qu'il lui montra. « C'est du Python que vous programmez ?» Les yeux d'Amélie s'illuminèrent, et elle hocha vivement la tête, avant de taper rapidement une réponse sur son téléphone. Framework Django pour une application de communication alternative. Cette réponse professionnelle et précise ne correspondait pas à l'image que les apparences suggéraient. Antoine s'assit sur le banc à côté d'elle, oubliant complètement son rendez-vous matinal. Pendant l'heure qui suivit, ils échangèrent via leurs écrans, partageant leur passion commune pour la technologie. Amélie lui expliqua qu'elle était diplômée en informatique de l'École nationale supérieure d'informatique de Lyon, mais que des circonstances dramatiques l'avaient menée dans la rue. Elle travaillait sur un projet personnel, une application pour aider les personnes privées de parole à communiquer plus facilement. Antoine était fasciné, non seulement par ses compétences techniques impressionnantes, mais aussi par la dignité et la détermination qui émanaient d'elle. Malgré sa situation précaire, elle continuait à coder, à créer, à vouloir aider les autres. Sans hésiter davantage, il lui proposa un entretien formel dans son entreprise. Amélie accepta, mais ses yeux trahissaient une certaine appréhension. Elle griffonna rapidement une note. « Je ne peux pas parler. Comment pourrais-je travailler dans une grande entreprise ?» Antoine sourit et répondit « Dans mon entreprise, nous jugeons les gens sur leurs compétences, pas sur leur voix. » Le soir même, Amélie fut conduite à l'hôtel Le Bristol, où Antoine avait réservé une suite pour elle. Alors qu'elle contemplait Paris depuis la fenêtre de sa chambre luxueuse, elle ne pouvait s'empêcher de penser au contraste saisissant entre sa situation du matin et celle du soir. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que ce changement de fortune n'était que le début d'une histoire bien plus complexe. Dans son bureau de la TechVision, Antoine ne parvenait pas à se concentrer sur ses dossiers. L'image d'Amélie et son code Python ne cessaient de le hanter. Il demanda à son assistant de faire des recherches approfondies sur elle, sentant intuitivement qu'il y avait plus dans son histoire qu'elle n'avait révélé. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette recherche allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient leur vie à jamais. Le lendemain matin, Amélie se présenta au siège de TechVision, un impressionnant édifice de verre et d'acier dans le quartier de la Défense. Vêtue d'un tailleur prêté par la conciergerie de l'hôtel, elle paraissait transformée, mais ses yeux gardaient cette même intensité qui avait captivé Antoine. L'entretien technique se déroula d'une façon peu conventionnelle.
Au lieu de questions-réponses traditionnelles, Amélie fut mise face à un ordinateur et invitée à résoudre plusieurs problèmes de programmation complexes. Ses doigts volaient sur le clavier avec une assurance déconcertante, laissant les examinateurs bouche bée devant sa maîtrise du code. Antoine observait depuis une pièce adjacente, de plus en plus fasciné. Non seulement elle résolvait les problèmes, mais elle trouvait des solutions élégantes et innovantes que même ses meilleurs développeurs n'avaient pas envisagées. Pendant qu'elle travaillait, il reçut un appel de son service de recherche qui le fit froncer les sourcils. « Monsieur Lefebvre, nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Selon nos recherches, Amélie Dubois n'existe dans aucune base de données. Avant il y a 3 ans. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Cette information aurait dû l'inquiéter, mais étrangement, elle ne fit qu'attiser sa curiosité. Il y avait quelque chose dans le regard d'Amélie qui inspirait la confiance, malgré les mystères qui l'entouraient. À la fin de la journée, il lui offrit non seulement un poste, mais aussi la direction d'une nouvelle division dédiée aux technologies d'assistance. Dans les semaines qui suivirent, Amélie s'intégra parfaitement à l'équipe de TechVision. Ses collègues apprirent rapidement à communiquer avec elle, via messages instantanés et tableaux blancs interactifs. Son projet d'application de communication alternative devint un projet officiel de l'entreprise, avec une équipe dédiée sous sa direction. Cependant, la présence d'Amélie commençait à susciter des questions dans les cercles fermés de la haute société parisienne. La mère d'Antoine, Elisabeth Lefebvre, une figure respectée du tout Paris, s'inquiétait particulièrement de l'attention que son fils portait à cette mystérieuse jeune femme. Un soir, lors d'un dîner au restaurant Guy Savoy, Elisabeth confronta son fils. « Antoine, chéri, que sais-tu vraiment de cette fille? As-tu pensé à la réputation de l'entreprise, de notre famille ?» Antoine regardait son verre de Bordeaux, pensif. « Maman, as-tu déjà eu le sentiment que certaines rencontres étaient écrites quelque part, que parfois le destin place quelqu'un sur notre chemin pour une raison précise ?» Elisabeth allait répondre quand son regard fut attiré par une vieille photographie dans le journal qu'un client lisait à la table voisine. Son visage pâlit soudainement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Dans son appartement de fonction, Amélie travaillait tard sur son application. Sur son écran, des lignes de code défilaient, créant peu à peu un système révolutionnaire de communication par intelligence artificielle. Mais dans un coin de son bureau, caché sous une pile de documents, un vieux journal titre « La famille Rousseau disparaît mystérieusement. L'héritière de l'empire technologique reste introuvable. » Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Dîner demain soir, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Amélie accepta, ignorant que ce dîner allait faire ressurgir un passé qu'elle s'efforçait d'oublier. Dans son bureau de La Défense, Antoine fixait la vue nocturne de Paris, tenant dans ses mains un dossier marqué « Confidentiel ». Les recherches sur Amélie avaient fait émerger des coïncidences troublantes, des liens insoupçonnés entre leurs familles, des liens qui remontaient à plus de 20 ans. Sa secrétaire entra précipitamment. « Monsieur Lefebvre, votre père demande à vous voir immédiatement. Il dit que c'est à propos de mademoiselle Dubois. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Son père, Bernard Lefebvre, ancien PDG de TechVision, s'était retiré des affaires depuis des années et ne s'impliquait plus dans l'entreprise. S'il voulait parler d'Amélie, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Les secrets du passé commençaient à refaire surface. Le bureau de Bernard Lefebvre se trouvait dans sa résidence privée de Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier qui respirait l'histoire et la tradition. Antoine y entra avec une certaine appréhension, sentant que cette conversation allait bouleverser bien des certitudes. « Tu te souviens de l'affaire Rousseau ?» demanda Bernard sans préambule dès que son fils fut assis. Cette histoire a secoué toute l'industrie technologique française il y a 20 ans. Antoine hocha la tête. La disparition de la famille Rousseau avait fait les gros titres pendant des mois. Pierre Rousseau, pionnier de l'intelligence artificielle en France, son épouse Claire et leur fille unique avaient mystérieusement disparu peu après l'annonce d'une innovation majeure. « Ta nouvelle protégée ?» Bernard hésita, cherchant ses mots. « J'ai vu sa photo sur le site de l'entreprise. Cette jeune femme. Elle est le portrait craché de Claire Rousseau. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. Il sortit son téléphone et compara une ancienne photo des Rousseau avec une récente d'Amélie. La ressemblance était frappante. « Papa, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» demanda Antoine, sentant que son père gardait encore des secrets. Bernard se leva lentement
et se dirigea vers son coffre-fort. Il en sortit un dossier jauni par le temps. Tech Vision et Rousseau Technologies étaient en négociation pour une fusion. J'étais en charge du projet. La veille de leur disparition, Pierre m'a confié ceci, me faisant promettre de le garder en sécurité. Le dossier contenait les plans, détaillés d'un système d'intelligence artificielle révolutionnaire, étrangement similaire à celui qu'Amélie développait actuellement. Pierre avait des ennemis puissants, des gens qui voulaient s'emparer de sa technologie. Le soir de leur disparition, il m'a appelé, paniqué. Il parlait de menaces, de trahison. Le lendemain, toute la famille avait disparu. Pendant ce temps, dans son appartement, Amélie travaillait sur son projet, inconsciente du fait que son passé la rattrapait. Son application avançait rapidement, incorporant des éléments d'intelligence artificielle qui semblaient étrangement familiers, comme si elle les avait toujours connus. Un message d'Elisabeth Lefebvre la surprit. « Ma chère, accepteriez-vous de prendre le thé avec moi demain? J'aimerais vous parler de certaines choses importantes. » Amélie accepta, tout en sentant une inquiétude grandissante. Ces derniers jours, des fragments de souvenirs longtemps enfouis commençaient à refaire surface. Des bribes de conversation en famille, des formules mathématiques complexes griffonnées sur un tableau, le rire chaleureux d'une femme. Le lendemain matin, au siège de TechVision, une découverte troublante attendait Antoine. En examinant le code source de l'application d'Amélie, ces experts avaient trouvé des similitudes frappantes avec les brevets déposés par Rousseau Technologies 20 ans plus tôt. Comment Amélie pouvait-elle reproduire une technologie qu'elle n'avait jamais vue? À moins que... La réponse se trouvait peut-être dans le passé, un passé qu'Amélie elle-même semblait avoir oublié. Antoine commençait à comprendre que le mutisme d'Amélie n'était pas une condition de naissance, mais probablement le résultat d'un traumatisme profond. Dans les rues de Paris, une silhouette observait discrètement les locaux de TechVision. L'homme prit son téléphone. Elle est là, la fille Rousseau est vivante, et elle a repris les travaux de son père. Le salon de thé Ladurée, sur les Champs-Élysées, était l'endroit parfait pour une conversation discrète. Elisabeth Lefebvre y attendait Amélie, son regard perdu dans le va-et-vient des passants à travers les fenêtres ornées. Quand Amélie arriva, Elisabeth fut frappée par sa grâce naturelle, si semblable à celle de Claire Rousseau. Les années n'avaient pas effacé les souvenirs de ces soirées mondaines où les deux familles se côtoyaient. « Ma chère », commença Elisabeth en servant le thé, « parfois le destin nous joue des tours étranges. Il y a 20 ans, j'ai fait une promesse à une amie très chère, Claire Rousseau. Je lui ai promis de veiller sur sa fille, si jamais il lui arrivait quelque chose. » Les mains d'Amélie se mirent à trembler légèrement. Elle sortit son carnet et écrivit « Vous savez qui je suis? Je l'ai compris dès que je t'ai vu dans le journal. Tu es Sophie Rousseau, la fille de Pierre et Claire. Tu as les yeux de ta mère. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Amélie. Non, de Sophie. Des images longtemps enfouies remontaient à la surface. Un laboratoire rempli d'ordinateurs, son père lui expliquant les principes de l'intelligence artificielle, sa mère riant en les regardant parler technique pendant des heures. À TechVision, Antoine était plongé dans les archives de Rousseau Technologies. Les similitudes entre le projet d'Amélie et les travaux de Pierre Rousseau étaient trop nombreuses pour être une coïncidence. Le code contenait même certaines signatures uniques, des solutions élégantes qui ne pouvaient venir que d'un esprit formé par Pierre Rousseau lui-même. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Antoine, il faut que tu viennes immédiatement chez Ladurée. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Pendant ce temps, Sophie écrivait frénétiquement dans son carnet, les souvenirs affluant maintenant comme un torrent. La nuit de leur fuite, les hommes qui les poursuivaient, l'accident. Elle avait perdu ses parents cette nuit-là et le choc lui avait fait perdre sa voix. Les services sociaux l'avaient placée dans une famille d'accueil et elle avait créé l'identité d'Amélie Dubois pour se protéger. Antoine arriva au salon de thé pour trouver les deux femmes en larmes. Sa mère lui expliqua rapidement la situation, pendant que Sophie continuait d'écrire son histoire. « Le projet sur lequel je travaille, écrivit-elle, c'est la continuation des travaux de mon père. Je ne m'en rendais pas compte consciemment, mais quelque part en moi, je savais comment le faire. C'est pour ça que je programmais dans la rue. J'essayais de terminer ce qu'il avait commencé. » Soudain, une serveuse s'approcha de leur table avec un message urgent pour Antoine. Le service de sécurité de TechVision venait de détecter une
Tentative d'intrusion dans les serveurs de l'entreprise. Quelqu'un essayait d'accéder aux fichiers du projet d'Amélie. Les yeux de Sophie s'élargirent de peur. Elle griffonna rapidement. Ils ont dû me retrouver. Les mêmes personnes qui ont forcé ma famille à fuir. Antoine prit sa main dans la sienne. Cette fois, tu n'es pas seul. Nous te protégerons et ensemble, nous terminerons ce que ton père a commencé. Élisabeth observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, mais elle était déterminée à tenir la promesse faite à son amie Claire. Les jours qui suivirent la révélation au salon de thé Ladurée furent intenses bases pour Sophie. Tech Vision avait renforcé sa sécurité et Antoine avait insisté pour qu'elle emménage temporairement dans un appartement sécurisé de l'entreprise, situé dans le 16e arrondissement. Le projet d'intelligence artificielle progressait rapidement. Maintenant que Sophie avait retrouvé ses souvenirs, son travail prenait une nouvelle dimension. Chaque ligne de code qu'elle écrivait était comme un hommage à son père, une façon de terminer ce qu'il avait commencé. Un matin, alors qu'elle travaillait dans son bureau chez Tech Vision, Sophie reçut un email anonyme contenant une vidéo. Ses mains tremblaient alors qu'elle cliquait sur le lien. L'image montrait son père, Pierre Rousseau, filmé quelques jours avant sa disparition. « Ma chérie, disait-il dans la vidéo, si tu vois ceci un jour, c'est que quelque chose nous est arrivé. L'IA que nous avons développée n'est pas qu'un simple outil de communication. Elle peut faire bien plus. Certaines personnes la veulent pour de mauvaises raisons. Mais je sais que tu pourras terminer notre travail et l'utiliser pour le bien. Tu as toujours eu ce don spécial avec les ordinateurs. » Antoine, qui passait voir Sophie, trouva la jeune femme en larmes devant son écran. Elle lui montra rapidement la vidéo sur son carnet. Mon père savait qu'il venait de pour nous. Il a caché les véritables capacités de l'IA dans un code que lui seul et moi pouvions comprendre. Pendant ce temps, dans les bureaux de la direction, le conseil d'administration de Tech Vision s'inquiétait. La présence de Sophie Rousseau et le développement de son projet attiraient une attention indésirable. Certains actionnaires craignaient que l'histoire du passé ne se répète. Bernard Lefebvre prit la parole lors d'une réunion extraordinaire. « Messieurs, il y a 20 ans, j'ai fait l'erreur de ne pas protéger suffisamment les Rousseau. Je ne referai pas la même erreur avec leur fille. » À la surprise générale, il révéla l'existence d'un fonds secret créé après la disparition des Rousseau, contenant des millions d'euros destinés à protéger leur héritage. Cet argent servira à financer le projet de Sophie et à assurer sa sécurité. Dans son appartement le soir même, Sophie travaillait sur une nouvelle partie de son application quand une idée la frappa. Elle se précipita sur son téléphone pour envoyer un message à Antoine. « Je sais pourquoi mon père a créé cette IA. Ce n'est pas juste un système de communication, c'est un moyen de protéger les secrets. » Antoine la rejoignit rapidement. Sophie lui expliqua par écrit que l'IA de son père était capable de créer des codes de communication impossibles à décrypter, même pour les ordinateurs les plus puissants. Une technologie qui, entre de mauvaises mains, pourrait être utilisée pour cacher n'importe quel secret. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'était que quelqu'un d'autre avait compris le potentiel de cette technologie. Dans un bureau luxueux de la Défense, un homme regardait les derniers rapports sur le projet de Sophie. « Elle a presque terminé le travail de son père, » dit-il à son assistant. « Bientôt, nous pourrons récupérer ce qui nous appartient. » À Tech Vision, l'équipe de Sophie grandissait. Des développeurs du monde entier, attirés par le mystère entourant le projet, rejoignaient l'entreprise. Parmi eux, un certain Marc Laurent, dont le CV impressionnant cachait des intentions moins nobles. Le soir, après une longue journée de travail, Antoine raccompagna Sophie chez elle. Dans la voiture, il remarqua qu'elle semblait préoccupée. Elle sortit son carnet. « J'ai peur, Antoine. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. La dernière fois que quelqu'un a voulu cette technologie, j'ai perdu toute ma famille. » Antoine prit sa main dans la sienne. « Cette fois-ci, tu as une nouvelle famille. Nous ne te laisserons pas tomber. » Il hésita un moment avant d'ajouter « Sophie, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Les mots d'Antoine résonnaient encore dans l'esprit de Sophie alors qu'elle entrait dans son appartement. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit le besoin urgent de parler, de faire sortir sa voix prisonnière de son traumatisme. Elle se tenait devant son miroir essayant de former des mots, mais seul le silence sortait de ses lèvres. Le lendemain, elle commença une thérapie avec le docteur Marie Lambert, une spécialiste réputée des traumatismes psychologiques. La thérapeute,
utilisait une approche novatrice, combinant thérapie traditionnelle et technologie. Sophie pouvait utiliser son propre logiciel pour communiquer pendant les séances. « Votre mutisme n'est pas physique », expliqua le docteur Lambert. « C'est une réponse de protection de votre cerveau face à un traumatisme intense. Mais maintenant que vous avez retrouvé vos souvenirs, nous pouvons commencer à travailler sur la récupération de votre voix. » Pendant ce temps, à TechVision, Marc Laurent s'intégrait parfaitement dans l'équipe. Ses suggestions étaient toujours pertinentes, ses contributions précieuses. Personne ne remarquait les petits programmes qu'il installait discrètement, ni les données qu'il collectait sur le projet. Un soir, alors que Sophie travaillait tard, elle remarqua une anomalie dans le code. Quelqu'un avait tenté d'accéder aux parties les plus sensibles du programme. Elle envoya immédiatement un message à Antoine. « Il y a une taupe dans l'équipe. » Antoine convoqua une réunion d'urgence avec la sécurité. Pendant qu'ils examinaient les logs de connexion, Sophie continuait son travail sur l'application. Elle avait presque terminé le cœur du système, la partie que son père avait laissée inachevée. Dans son cabinet, le docteur Lambert faisait des progrès remarquables avec Sophie. « Votre voix n'a pas disparu », expliquait-elle. « Elle attend juste le bon moment pour revenir. » La thérapeute avait remarqué que Sophie émettait parfois des sons involontaires lorsqu'elle riait ou était surprise. Un samedi matin, Antoine emmena Sophie au marché aux fleurs de l'île de la Cité. Alors qu'il se promenait parmi les étals colorés, il lui raconta des histoires de son enfance, la faisant rire avec ses aventures de petit garçon turbulent. À un moment, elle fut si amusée qu'un petit son sortit de sa gorge, les surprenant tous les deux. Le soir même, lors d'un dîner chez les Lefebvre, Elisabeth remarqua le changement chez Sophie. La jeune femme semblait plus détendue, plus présente. Son langage corporel avec Antoine était celui d'une femme amoureuse. Mais la soirée fut interrompue par un appel urgent. La sécurité de TechVision avait identifié la source des intrusions. Elle venait de l'ordinateur de Marc Laurent. Cependant, quand l'équipe de sécurité arriva à son bureau, il avait disparu, emportant avec lui une copie partielle du code. Sophie était bouleversée. Une fois de plus, quelqu'un essayait de voler le travail de sa famille. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de fuir, elle sentit une détermination nouvelle monter en elle. Dans son carnet, elle écrivit à Antoine « Mon père a passé sa vie à développer cette technologie pour aider les gens, pas pour la voir utilisée comme une arme. Je ne fuirai pas, cette fois je vais me battre. » Antoine la prit dans ses bras, admirant sa force. « Nous nous battrons ensemble. Mais d'abord, nous devons comprendre ce que Marc a réellement volé et ce qu'il compte en faire. » Ce qu'ils ignoraient, c'était que Marc n'agissait pas seul. Dans un appartement anonyme de la banlieue parisienne, il transmettait les données volées à son véritable employeur. Un homme que Sophie connaissait bien, même si elle ne s'en souvenait pas encore. Un homme qui avait joué un rôle crucial dans la disparition de sa famille, 20 ans plus tôt. Le vol du code par Marc Laurent avait déclenché une série de mesures d'urgence chez TechVision. L'équipe de sécurité travaillait jour et nuit pour comprendre l'étendue de la fuite, pendant que Sophie analysait méticuleusement chaque ligne de code compromis. Un matin, alors qu'elle examinait les logs système, elle fit une découverte surprenante. Les intrusions de Marc suivaient un pattern familier, une signature qu'elle avait déjà vue dans les vieux dossiers de son père. Elle griffonna rapidement une note pour Antoine. Les méthodes de Marc sont identiques à celles utilisées lors de l'attaque contre l'entreprise de mon père il y a 20 ans. Antoine convoqua immédiatement son père Bernard dans son bureau. Le vieil homme examina les preuves que Sophie avait rassemblées, son visage s'assombrissant au fil de sa lecture. « Il n'y a qu'une personne qui pourrait être derrière tout. Ça, dit-il finalement. Victor Mercier, ce nom fit trembler Sophie. Dans ses séances avec le docteur Lambert, des fragments de souvenirs concernant Mercier avaient commencé à émerger. Il était l'ancien associé de son père, celui qui avait voulu utiliser l'IA pour des applications militaires. Pendant ce temps, dans les laboratoires de TechVision, Sophie continuait à travailler sur son projet, mais avec une approche différente. Elle avait compris que la meilleure défense serait de terminer ce que son père avait commencé, mais d'une manière que Mercier ne pourrait pas exploiter. Les séances avec le docteur Lambert progressaient également. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un exercice de respiration, Sophie sentit quelque chose changer dans sa gorge. Un son léger, à peine audible, s'échappa de ses lèvres. Le docteur Lambert sourit. «
C'est un excellent progrès, Sophie. Votre voix commence à se libérer. Antoine passait de plus en plus de temps avec Sophie, sous prétexte de la protéger. Un soir, alors qu'il dînait dans son appartement, elle lui montra une vidéo qu'elle avait trouvée dans les archives de son père. On y voyait Pierre Rousseau expliquer le véritable but de son IA, créer un système de communication universel qui permettrait à toute personne, quelle que soit sa condition, de s'exprimer librement. « Mon père ne voulait pas créer un outil de cryptage », écrivit Sophie. « Il voulait donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, comme moi maintenant. » Antoine la regarda avec tendresse. « Tu as toujours eu une voix, Sophie, dans ton code, dans tes gestes, dans tes yeux, et bientôt tu retrouveras aussi ta voix physique. » Cette nuit-là, Sophie fit un rêve vivide de la nuit où sa famille avait dû fuir. Elle revoyait Mercier menaçant son père, exigeant les codes sources de l'IA. Elle se réveilla en sursaut, mais pour la première fois depuis des années, un son sortit de sa gorge, un cri étouffé. Le lendemain, lors d'une réunion du conseil d'administration de TechVision, Bernard Lefebvre fit une annonce surprenante. Il avait retrouvé d'anciens documents prouvant que Victor Mercier avait tenté de voler la propriété intellectuelle de Rousseau Technologies avant la disparition de la famille. « Nous avons maintenant des preuves concrètes », déclara Bernard. « Nous pouvons enfin agir légalement contre Mercier. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Mercier avait déjà commencé à mettre son plan en action. Dans un laboratoire secret en banlieue parisienne, lui et Marc travaillaient à décrypter le code volé, se rapprochant dangereusement de leur objectif. Le printemps parisien battait son plein, et les jardins des Tuileries étaient en fleurs. Sophie y marchait avec Antoine, profitant d'une rare matinée de détente. Depuis la découverte de l'implication de Mercier, la tension était constante à TechVision. Soudain, Sophie s'arrêta devant un groupe d'enfants qui jouaient. L'un d'eux utilisait la langue des signes pour communiquer avec ses amis. Elle sortit son téléphone et montra à Antoine une simulation de son application, montrant comment elle pourrait aider des enfants comme celui-ci. Antoine fut ému par sa détermination. « Tu transformes ta propre expérience en quelque chose de positif. Pour les autres, dit-il doucement. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. De retour à TechVision, une découverte importante attendait l'équipe. Les analystes avaient trouvé un message caché dans le code source original de Pierre Rousseau. C'était une séquence mathématique complexe que seule Sophie pouvait comprendre. Un langage secret entre un père et sa fille. Pendant ce temps, le docteur Lambert avait une théorie intéressante. « Votre mutisme, expliqua-t-elle à Sophie, n'est pas seulement lié au traumatisme de la perte de vos parents. C'est aussi une forme de protection. Tant que vous ne pouviez pas parler, vous ne pouviez pas révéler les secrets que vous portiez inconsciemment. » Cette révélation frappa Sophie. Elle réalisa que son cerveau avait verrouillé sa voix pour protéger les secrets de son père, tout comme l'IA qu'ils avaient créée protégeait les informations sensibles. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Sophie reçut un email anonyme. « Je sais ce qui est arrivé à tes parents. Rendez-vous demain, 15 h, au Jardin des Plantes. Viens seule. » Elle montra immédiatement le message à Antoine, qui insista pour l'accompagner discrètement. « Je ne te laisserai pas affronter ça seul, dit-il, serrant sa main dans la sienne. » Le lendemain, au Jardin des Plantes, Sophie s'assit sur un banc, son cœur battant la chamade. Une femme âgée s'approcha d'elle. « Je m'appelle Marguerite, » dit-elle. « J'étais la secrétaire de Victor Mercier il y a 20 ans. » Pendant l'heure qui suivit, Marguerite révéla à Sophie des informations cruciales sur la nuit où sa famille avait disparu. Mercier avait engagé des hommes pour voler les recherches de son père, mais le plan avait mal tourné. Sophie écoutait, les larmes aux yeux, alors que les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. Son père avait réussi à sauver le code source, mais au prix de leur sécurité. De retour chez elle, Sophie fit une découverte bouleversante en examinant le message caché dans le code. Son père n'avait pas seulement créé un système de communication, il avait développé un moyen de préserver et de transmettre la mémoire humaine à travers le code informatique. Cette nuit-là, alors qu'Antoine la raccompagnait, Sophie sentit quelque chose changer en elle. Les mots qu'elle avait retenus pendant si longtemps commençaient à remonter à la surface. Dans un murmure à peine audible, elle prononça son premier mot depuis 20 ans, « Antoine ». Il se figea, n'osant pas croire ce qu'il venait d'entendre. Les yeux de Sophie brillaient de larmes de joie. Sa voix était revenue, fragile comme un oiseau nouveau-né mais bien réelle.
Le retour progressif de la voix de Sophie changea la dynamique de son travail à TechVision. Bien qu'encore faible et hésitante, sa capacité à communiquer verbalement lui permettait d'expliquer plus facilement les subtilités de son projet. Les séances avec le docteur Lambert s'intensifièrent, combinant thérapie vocale et émotionnelle. « Merci », articula Sophie pendant une séance, sa voix encore fragile mais déterminée. Le docteur Lambert sourit, notant les progrès remarquables de sa patiente. « Votre voix revient en même temps que vous vous libérez de vos secrets », observa-t-elle. Pendant ce temps, l'équipe juridique de TechVision rassemblait des preuves contre Victor Mercier. Les témoignages de Marguerite s'avéraient être cruciaux, révélant un schéma de manipulation et de sabotage industriel s'étendant sur des décennies. Un matin, alors que Sophie présentait les dernières avancées de son projet à l'équipe de développement, une alerte de sécurité retentit dans les locaux de TechVision. Quelqu'un tentait de pénétrer massivement dans leur serveur. « Il essaie de voler tout », murmura Sophie à Antoine, sa voix encore hachée mais urgente. Elle se précipita sur son clavier, ses doigts volant sur les touches, alors qu'elle tentait de contrer l'attaque. Antoine mobilisa immédiatement l'équipe de cybersécurité, mais Sophie savait que c'était une course contre la montre. L'attaque portait la signature de Mercier, sophistiquée, agressive et déterminée. Dans son bureau, Bernard Lefebvre recevait un appel troublant. Mercier demandait une rencontre, prétendant avoir des informations cruciales sur la nuit où les Rousseau avaient disparu. Elisabeth, qui était présente dans le bureau, prit la décision d'accompagner son mari. « Je connaissais Claire mieux que quiconque », insista-t-elle. « Je saurais s'il ment. » Pendant que les Lefebvre se préparaient pour cette rencontre périlleuse, Sophie faisait une découverte stupéfiante dans le code de son père. Le système de préservation de la mémoire n'était pas qu'une simple sauvegarde, c'était un moyen de communication à travers le temps. « Papa a laissé des messages », expliqua-t-elle à Antoine, sa voix tremblante d'émotion, « dans le code. » En effet, Pierre Rousseau avait dissimulé des instructions détaillées dans les couches les plus profondes du programme. Des messages destinés à sa fille, attendant le moment où elle serait prête à les découvrir. Sophie commença à décrypter ces messages, découvrant peu à peu le plan de son père. Il avait prévu la possibilité que quelqu'un comme Mercier tente de s'emparer de la technologie et avait intégré des protections sophistiquées dans le code. « L'IA n'est pas une arme », articula Sophie lors d'une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. « C'est un pont entre les âmes. » Antoine regardait Sophie avec admiration. Chaque mot qu'elle prononçait était une victoire sur son passé, une affirmation de sa force retrouvée. Le soir même, alors qu'il dînait dans un petit restaurant près de la Seine, Sophie surprit Antoine en prononçant une phrase complète « Je t'aime, Antoine Lefebvre ». Mais leur moment de bonheur fut interrompu par un appel urgent. La rencontre entre les Lefebvre et Mercier avait mal tourné. Bernard et Elisabeth étaient en route pour l'hôpital, non pas à cause d'une agression, mais parce qu'Elisabeth avait fait un malaise en apprenant une vérité bouleversante sur la nuit de la disparition des Rousseau. À l'hôpital américain de Neuilly, Elisabeth Lefebvre reprenait ses esprits, entourée de sa famille. Son regard était hanté par ce qu'elle venait d'apprendre. Sophie et Antoine attendèrent dans le couloir, leurs mains entrelacées, quand Bernard sortit de la chambre, le visage grave. « Victor Mercier nous a révélé quelque chose d'extraordinaire », commença-t-il. « La nuit de leur disparition, tes parents, Sophie, n'essayant pas seulement de protéger leur technologie. Ils protégèrent quelque chose de bien plus précieux. » Sophie sentit sa gorge se serrer, mais les mots sortirent. « Qu'est-ce que c'était ?»« Toi, » répondit Bernard. « Mais pas seulement en tant que leur fille. Tu étais la première personne sur qui l'IA de communication avait été testée avec succès. Quand tu étais petite, tu avais des difficultés de communication sévères. L'IA de ton père t'a aidé à les surmonter. C'était son plus grand succès. » Cette révélation frappa Sophie comme un coup de tonnerre. Des fragments de souvenirs émergèrent. Les heures passées avec son père devant les ordinateurs, les exercices de communication, les progrès graduels. « Le traumatisme de cette nuit-là, » continua Bernard, « t'a fait régresser, bloquer, ta voix. Mais le savoir était toujours là dans ton esprit. C'est pour ça que tu as pu recréer l'IA instinctivement. » Dans sa chambre d'hôpital, Elisabeth demanda à voir Sophie. Quand la jeune femme entra, la mère d'Antoine lui tendit une enveloppe jaunie.
Claire m'avait donné ceci, me faisant promettre de te le remettre si quelque chose leur arrivait. Je n'ai jamais trouvé le bon moment, jusqu'à maintenant. » Les mains tremblantes, Sophie ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une clé USB et une lettre de sa mère. Sa voix, de plus en plus assurée, lut la lettre à haute voix. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que nous avons dû te quitter pour te protéger. L'IA que ton père a créée n'était pas destinée à être une innovation commerciale, mais un don pour l'humanité. Tu en es la preuve vivante. Ne laisse personne transformer notre rêve en cauchemar. Nous t'aimons pour toujours. » Antoine, qui était resté silencieux, prit la parole. « La clé USB, elle doit contenir la version originale du programme. » Sophie hocha la tête. « Pas seulement le programme, dit-elle, sa voix plus forte que « jamais. Les souvenirs de mes parents, leurs espoirs, leurs rêves, tout est là. » Pendant ce temps, dans son repère, Mercier réalisait que son plan avait échoué. La révélation de la vérité aux Lefebvre n'avait pas eu l'effet escompté. Au lieu de diviser, elle avait renforcé leur détermination. Marc Laurent, qui avait assisté à la scène à l'hôpital, prit une décision. Il contacta la police, prêt à témoigner contre Mercier et à révéler toutes ses activités illégales. Le soir même, dans les laboratoires de TechVision, Sophie inséra la clé USB dans son ordinateur. Sur l'écran apparurent des lignes de code familières, mais aussi des vidéos, des photos, des journaux, l'héritage complet de ses parents. « Ils n'ont jamais voulu partir, » murmura-t-elle à Antoine. « Ils ont fait le sacrifice ultime pour protéger leur vision d'un monde où personne ne serait privé de voix. » Antoine la serra dans ses bras, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait entre les mains. Ce n'était pas qu'une technologie révolutionnaire, c'était un testament d'amour, de sacrifice et d'espoir. Le grand auditorium de TechVision était plein à craquer pour la présentation officielle du projet Rousseau. Des journalistes, des investisseurs et des représentants d'associations d'aide aux personnes handicapées attendaient avec impatience. L'histoire de Sophie avait fait le tour des médias, captivant l'imagination du public. Sophie se tenait dans les coulisses, respirant profondément. Sa voix était presque entièrement revenue, même si elle gardait encore une certaine fragilité qui la rendait plus émouvante. Antoine lui serra la main en signe de soutien. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Sophie hocha la tête. « Plus que jamais », répondit-elle, un sourire confiant aux lèvres. Sur scène, Bernard Lefebvre terminait son introduction. Il y a 20 ans, un homme de vision a dû faire un choix impossible entre sa technologie et sa famille. Aujourd'hui, sa fille nous montre que ce sacrifice n'était pas vain. Sophie s'avança sur scène sous les applaudissements. Sa présence était transformée, plus de jeune femme effacée, mais une femme forte et déterminée. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix claire portant dans tout l'auditorium. « Je m'appelle Sophie Rousseau et pendant 20 ans, je n'ai pas pu parler. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'amour. L'amour d'un père pour sa fille. L'amour de parents pour l'humanité. Et le pouvoir de l'amour pour guérir même les blessures les plus profondes. » Elle présenta alors le projet. Une intelligence artificielle révolutionnaire, capable non seulement de faciliter la communication pour les personnes en difficulté, mais aussi de préserver et transmettre les émotions, les souvenirs, les connexions humaines. « Ce n'est pas qu'une application, » expliqua-t-elle. « C'est un pont entre les âmes. Mon père l'a créée pour moi quand j'étais petite, et aujourd'hui nous la partageons avec le monde. » Dans le public, le docteur Lambert essuyait discrètement une larme. Elle avait accompagné Sophie dans son voyage vers la guérison, la voyant progresser de l'impossibilité de parler à ce moment de triomphe. Élisabeth Lefebvre, assise au premier rang, tenait la main de son mari. Elle pensait à son amie Claire, imaginant sa fierté devant sa fille. La démonstration qui suivit laissa l'audience sans voix. Sophie montra comment le système pouvait transformer les pensées en paroles, les émotions en images, les souvenirs en expériences partagées. Mais la vraie magie, continua Sophie, c'est ce que nous avons découvert dans les archives de mon père. Elle fit alors jouer une vidéo trouvée sur la clé USB. L'image de Pierre Rousseau apparut à l'écran. Si vous voyez ceci, c'est que ma fille a non seulement survécu, mais qu'elle a accompli ce que je n'ai pas pu terminer. Sophie, ma chérie, tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, pour que tu puisses un jour retrouver ta voix et aider d'autres à trouver la leur. Des larmes coulaient sur les joues de Sophie, mais sa voix resta ferme. Aujourd'hui, nous lançons la Fondation Rousseau. Chaque centime généré par cette technologie
sera utilisé pour aider ceux qui ont perdu leur voix à la retrouver. Antoine la rejoignit sur scène, tenant une tablette. Ensemble, ils lancèrent officiellement l'application. Sur les écrans géants, des témoignages commencèrent à défiler. Des personnes du monde entier utilisant déjà la version bêta du système, retrouvant leur capacité à communiquer. Dans un coin de l'auditorium, Marc Laurent observait la scène. Il avait accepté de témoigner contre Mercier en échange d'une relative clémence. Son regard croisa celui de Sophie et elle lui fit un léger signe de tête. Le pardon était possible, même pour ceux qui s'étaient égarés. Un an plus tard, les jardins du château de Versailles accueillaient un événement unique, le premier gala de la Fondation Rousseau. Sous les étoiles d'une douce soirée d'été, des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer une année de succès et de vies transformées. Sophie, radieuse dans une robe bleu nuit, se tenait sur une petite scène aménagée près du bassin d'Apollon. Sa voix, maintenant pleinement retrouvée, portait claire et assurée sur la foule. « Il y a 1 an, commença-t-elle, nous avons lancé un rêve. Le rêve de mes parents d'un monde où personne ne serait condamné au silence. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes utilisent notre technologie pour communiquer, pour partager, pour aimer. » Des écrans disposés dans les jardins montraient des témoignages du monde entier, des enfants autistes parlant pour la première fois à leurs parents, des victimes d'accidents retrouvant leur voix, des personnes âgées partageant leurs souvenirs avec leurs petits-enfants. Antoine rejoignit Sophie sur scène. Leur relation était devenue un symbole d'espoir, une preuve vivante que l'amour pouvait transcender tous les obstacles. « Ce soir, annonça Antoine, nous franchissons une nouvelle étape. La Fondation Rousseau s'associe avec les plus grands centres de recherche mondiaux pour étendre notre technologie à toutes les formes de communication humaine. » Dans le public, Bernard et Elisabeth Lefebvre regardèrent leur fils avec fierté. Près d'eux, le docteur Lambert souriait, repensant au chemin parcouru par sa patiente devenue amie. Marguerite, l'ancienne secrétaire de Mercier, était aussi présente. Sa décision de parler avait contribué à faire éclater la vérité. Victor Mercier avait été arrêté et attendait son jugement, ses années de manipulation et de tromperie enfin exposées au grand jour. Sophie reprit la parole. « Mais ce soir, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous, quelque chose que nous avons trouvé récemment dans les archives de mon père. » Sur les écrans apparut une vidéo jamais vue auparavant. Pierre et Claire Rousseau, jeunes et souriants, travaillant dans leur laboratoire. On voyait une petite Sophie, à peine âgée de 5 ans, utilisant une version primitive de leur système pour communiquer. « Papa, disait la petite fille dans la vidéo, un jour je parlerai pour tous ceux qui ne peuvent pas parler. » Les larmes aux yeux, Sophie regarda Antoine. Il s'agenouilla devant elle, sortant un petit écrin de sa poche. « Sophie Rousseau, dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Tu as non seulement retrouvé ta voix, mais tu as aussi donné une voix à tant d'autres. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin de mots pour être vrai. Veux-tu m'épouser? » « Oui, répondit Sophie, sa voix claire comme du cristal. 1000 fois oui. » Les fontaines du château s'illuminèrent, soudain, créant un spectacle magique de lumière et d'eau. Dans le public, quelqu'un commença à applaudir et bientôt, les jardins résonnèrent d'une ovation. Plus tard dans la soirée, Sophie se tenait près du bassin d'Apollon, regardant les étoiles. Elle pensait à ses parents, à leur sacrifice, à leur amour qui continuait à vivre à travers leur création. Antoine la rejoignit, enlaçant sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Sophie sourit, posant sa tête sur son épaule. « Je pense que parfois le silence nous permet d'entendre les vérités les plus profondes, et que l'amour, qu'il soit exprimé en mots ou en silence, est la plus belle des voix. » Dans les jardins de Versailles, sous le ciel étoilé, leur voix se mêlait à la symphonie de la nuit, promesse d'un avenir où aucune voix ne serait jamais perdue.